Bonjour tout le monde. On est heureux d'être parmi vous et on va commencer par traiter les hyporépondeuses. Donc le défi, c'est d'atteindre l'excellence, bien évidemment, c'est d'avoir le maximum de grossesse et de faire ça rapidement. Excellence et temps. Il faut être rapide et excellent. Parce que dans la plupart des centres de PMA dans le monde, on essaie d'atteindre les 100%, mais c'est impossible. Si la FIV marchait à 100%, tout le monde faisait ça, il n'y aura pas d'articles et de publications par rapport à ça. Et s'il était à 0%, personne ne ferait ça. Donc du coup, on est entre 30 et 40% et on essaie de s'approcher le plus haut possible de 100%. On arrive à l'âge. L'âge, c'est le facteur le plus déterminant dans la réussite de la médecine de la reproduction. Quand on prend en charge une patiente âgée, on sait dès le début qu'on est dans un pronostic qui n'est pas bon, qui n'est pas excellent, et on doit juguler avec ça. Donc le temps, c'est très important. Comment est-ce qu'on va améliorer le rendement de la stimulation? Donc, pour ce faire, est-ce qu'il faut booster la stimulation ovarienne? Est-ce qu'il faut augmenter, donc, est-ce qu'il faut booster la stimulation ovarienne? Est-ce qu'il faut améliorer le recrutement des follicules en quantité ou encore en qualité? Ou est-ce qu'il faut se laisser guider par la Dame Nature? Le nombre de ovocytes est FIV. En FIV, c'est simple. On veut faire du chiffre. On veut essayer d'avoir le maximum d'ovocytes. On va essayer de stimuler avec les gonadotropines, augmenter les doses, rajouter des artifices, mais le but ultime, c'est d'avoir beaucoup d'ovocytes. On est bien d'accord? Pourquoi ça? Parce que pour avoir une grossesse, il y a eu des artifices, ça c'est une plaque volante dans toutes les présentations de FIV, c'est pour assurer une grossesse, il faudrait avoir au moins 15 ovocytes. 15 ovocytes pour avoir une grossesse. Et quand on a un nombre inférieur à 15 ovocytes, eh bien évidemment, on est dans des taux de grossesse bas. Donc, il faut essayer d'avoir ce nombre-là en FIV et surtout pour les hyporépondeuses. Avec combien d'ovocytes a-t-on besoin pour avoir une grossesse avec un seul cycle de FIV? Là, on voit, quand on augmente le nombre d'ovocytes recueillis avec un seul cycle de FIV, c'est-à-dire avec une seule stimulation et une seule ponction, eh bien, on va augmenter le taux de grossesse multiple en cumulé. Là, on a vu que plus le nombre d'ovocytes augmente, meilleurs sont les taux de grossesse. Et c'est ce qui nous amène à dire et à essayer de définir quel est le seuil d'ovocytes pour dire qu'une patiente est mauvaise répondeuse. Dans ce cadre-là, une méta-analyse a été réalisée qui a inclus 47 études cliniques contrôlées randomisées et on retrouve dans cette méta-analyse qu'il y a 41 définitions de mauvaise répondeuse. Et la plupart se basent, dans 40% de ces études-là, se basent sur le critère pour dire qu'il s'agit d'une mauvaise répondeuse, sur le critère du nombre d'ovocytes. Mais malheureusement, le seuil de ce nombre-là reste non défini. Dans ce cadre, donc, l'ECHRE a émis un consensus pour essayer de définir les patientes qui sont mauvaises répondeuses. Parmi les critères dont on doit tenir compte, c'est l'âge avancé de la patiente qui doit être supérieur à 40 ou un autre facteur de risque pour une mauvaise réponse ovarienne à la stimulation, un antécédent d'une mauvaise réponse ovarienne, c'est-à-dire moins de 3 ovocytes recueillis après une stimulation conventionnelle habituelle, ou une réserve ovarienne altérée aussi bien par le compte des follicules en trop ou l'AMH. Donc il suffit qu'il y ait 2 de ces critères parmi ces 3-là pour définir une patiente comme étant une mauvaise répondeuse. Ou encore, il peut s'agir, donc on peut également définir une patiente comme mauvaise répondeuse lorsqu'elle a eu 2 antécédents d'une mauvaise réponse après 2 stimulations ovariennes conventionnelles avec des doses maximales de gonadotropine. Là, ces critères de Bologne, en fait, sont ambigus dans certaines situations. Parfois, on se retrouve face à une patiente qui est âgée de moins de 35 ans avec un antécédent d'une mauvaise réponse, une réserve ovarienne altérée. Est-ce que cette patiente-là va avoir le même pronostic qu'une patiente qui est âgée de moins de 35 ans avec 2 mauvaises réponses ovariennes et une réserve ovarienne normale, ou encore une patiente âgée de plus de 40 ans avec une mauvaise réponse et une réserve ovarienne normale? Tous ces paramètres-là, donc là, cette ambiguïté a été à l'origine d'un nouveau concept qui est le concept de poséidon dont va parler Dr Mafloufi tout à l'heure. Les standards en stimulation ovarienne, c'est quoi? C'est soit stimulé en cycle antagoniste, soit stimulé en cycle agoniste, soit en cycle antagoniste. Juste un petit rappel pour les résidents, le cycle antagoniste, là je parle du cycle antagoniste débuté en phase lutéale,
agonistes. Donc on commence le traitement à J21, on commence la désensibilisation hypophysaire de J21, on attend les règles. Après les règles, on pourrait commencer des gonadotrophines pour une certaine période. On va monitorer par échographie et par dosage hormonal, l'oestradiolymie, la LH et éventuellement la progestéronémie. Quand on va avoir les critères de déclenchement, ça veut dire au moins 3 follicules de 7 mm, on va déclencher, on va ramener de l'ACG par voie exogène pour ponctionner et transférer par la suite. Donc ça, c'est l'agoniste. Le protocole agoniste court, qu'on ne pratique pas de nos jours d'une façon régulière, c'est le fait de un peu profiter par l'effet flare-up de la première injection de décapeptide. Donc on commence par le premier jour des règles, après on va ramener des gonadotrophines pour faire la même chose, monitorer, déclencher, ponctionner et transférer. L'antagoniste, c'est un peu différent, on va commencer directement par la gonadotrophine, après on va ramener l'antagoniste entre J6 et J7, soit d'une façon fixe ou d'une façon flexible, pour bloquer cette ascension de LH, pour prévenir le pic de LH. Après, ça sera la même chose, ACG, ponction et transfert. Si on compare ces standards de stimulation chez les patientes mauvaises répondeuses, qu'est-ce qu'on trouve? Méta-analyse, agoniste versus antagoniste. Lent agoniste versus antagoniste. Pas de différence, c'est la même chose. Chez les mauvaises répondeuses, il n'y a pas de différence. On pourrait utiliser soit l'agoniste lent, soit l'antagoniste. Antagoniste versus court agoniste, là aussi, c'est la même chose. Donc finalement, il n'y a pas un grand choix pour les patientes mauvaises répondeuses en ce qui concerne la stimulation standard. Tous les 3 protocoles ont presque la même valeur en termes de taux de naissance vivante. Donc, on devrait trouver d'autres solutions parce que le standard a montré ses limites et ces nouvelles idées, il faut se pencher pour les trouver. Alors, on va commencer par la première stimulation. Je laisse le parole à Khadija. Où est-ce qu'on peut agir? Donc, on peut agir au niveau de la stimulation ovarienne et là, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Soit on va augmenter les doses de gonadotrophine ou on peut ajouter une activité LH. On peut agir également au niveau donc, de la transition du théo folliculaire par une homogénéisation de la cohorte. Ce qu'on peut faire également, c'est agir en amont, c'est-à-dire pendant la phase où elle est FSH indépendante, par un pré-traitement qui, lui, va avoir pour objectif soit d'augmenter le recrutement d'une part, ou encore d'améliorer la qualité. Alors, on s'est basé sur ça. Ce cliché-là, tout le monde le connaît. C'est un cliché de patiente très probablement porteuse d'un syndrome des ovaires polykystiques. Et dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a une hyperandrogénie, certes plasmatique, générale et surtout intra-ovarienne. Donc on s'était dit, peut-être que c'est ce facteur-là qui fait que chez ces patientes-là, on a beaucoup de follicules. Donc on a essayé d'interposer ça sur un schéma normal. Là, vous connaissez le cycle folliculaire normal. Et on s'était dit que peut-être des androgènes-là vont extirper du pool des follicules primordiaux un certain nombre de follicules pour les mettre directement dans les follicules antraux. Et quand on dit follicule antral, donc follicule stimulable directement par de l'FSH. Donc peut-être les androgènes marchent par ce mécanisme-là. Donc là, il y a des études, on peut ramener la testostérone soit directement par façon exogène, des androgènes en testostérone ou en DHEA, soit par façon indirecte, comme la théorie bicellulaire qui a été très bien expliquée ce matin. Donc en ramenant de la LH, peut-être qu'on va déclencher cette aromatisation, en tout cas cette production d'androgènes. Donc on va essayer de voir ces 3 artifices pour l'amélioration du recrutement folliculaire. On commence par la testostérone. C'est un truc qui était, je dirais plutôt, qui était en vogue en 2016, entre 2012 et 2016. Là, je vous ramène une étude avec une méta-analyse. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'il y avait, si on veut être vraiment puriste, sur le plan statistique, il n'y a pas de différence. On est à un odds ratio à 1,01, donc et il y a si on veut être puriste, il y a une petite légère différence. Mais le problème avec cette méta-analyse et la testostérone, c'est qu'on a utilisé des doses extrêmement variables. On est parti de 2,5 à 12,5. La durée d'exposition, en tout cas la durée du traitement variait entre 5 et 21 jours. Donc c'était des études qui ne se remblaient pas du tout. Donc chez des populations hétérogènes. Donc est-ce qu'on a le droit de poser de l'evidence-based medicine sur ça? Je ne suis pas sûr. On passe à la DHEA, c'est en mode. Là c'est en mode des dosages 25, 50, 75, 125. Il y a des pharmacies qui font même leur business pour fabriquer de la DHEA. Eh bien, si on veut voir, on voit que oui, ça marche.
Mais là aussi, les dosages sont complètement différents, la population est complètement différente entre différentes études, et la durée d'exposition est aussi différente. La LH, ça, je trouvais cet article-là un peu original. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de ramener de la LH juste avant la phase folliculaire, juste avant de commencer la stimulation. C'est pour faire sécréter des androgènes intra-ovariennes. C'est une très petite population. Ils ont trouvé une différence significative en ramenant de la LH pendant 4 jours avant la phase lutéale. C'est un très faible effectif et surtout, il n'y a pas eu de publication après. Donc je ne sais pas la véracité et la solidité de cet article-là. Donc les androgènes, testostérone, peut-être c'est bénéfique, mais on a besoin de statuer sur les doses et la durée. Les HOA aussi, même chose. LH, on ne sait pas. On est dans l'obligation, si on veut garder ces traitements-là pour augmenter le recrutement folliculaire, de homogénéiser le corps et de faire des études randomisées. À côté de ces androgènes, il y a aussi l'hormone de croissance ou l'AGH qui agit soit directement via les récepteurs qu'on retrouve au niveau de la cellule de la granulosa ou indirectement via l'IGF-1 et l'IGF-2 qui sont synthétisés au niveau de l'ovaire. Donc cette GH va stimuler la stéroïdogénèse et la folliculogénèse en augmentant la sensibilité folliculaire à la FSH. Et il a bien été établi qu'il existait une corrélation entre l'AGH intrafolliculaire et les taux de grossesse. Donc là, il y a une amélioration de la qualité, ce qui peut être expliqué par une amélioration de la qualité et de la maturité ovocytaire. Donc, dans cette méta-analyse qui s'est intéressée justement à l'effet de l'AGH chez les patientes mauvaises répondeuses sur la réponse à la stimulation ovarienne, donc il y a une durée de stimulation qui est moindre, un nombre d'ovocytes recueillis qui est plus important, une amélioration des paramètres cliniques initiaux, mais en termes de naissance vivante, il n'y a pas vraiment eu d'évidence quant au rôle bénéfique de l'AGH. L'autre solution, c'est d'agir sur cette transition lutéo-folliculaire. Donc, je vais reprendre là aussi la présentation de ce matin-là. Chez les patientes normo-ovulantes, il y a une sécrétion importante par le corps jeune d'oestrogène et de progestérone, surtout d'oestrogène, qui va bloquer la sécrétion de FSH. Donc, il y aura une diminution de la FSH vers la fin de la phase lutéale pour remonter par la suite, donc commencer le recrutement folliculaire. Et là, quand on ramène de la FSH, on va trouver des follicules plus ou moins semblables pour les stimuler. Par contre, chez les mauvaises répondeuses qui sont dans la plupart des cas des patientes avec des cycles courts. Chez ces patientes-là, on a une mauvaise qualité du corps jeune, donc il n'y aura pas une sécrétion adéquate d'oestrogène, donc il y aura une levée précoce de cette inhibition sur la FSH, donc il y aura une sécrétion FSH précyclique qui va commencer le recrutement des follicules dès la phase lutéale précédente. Donc du coup, on aura un certain nombre de follicules, et on a un qui va émerger, et nous, quand on va ramener de la FSH exogène avec des doses très importantes, eh ben, on va agir que sur ces deux follicules-là, et on va faire en compte. Donc on a commencé déjà avec des follicules gros, donc la réponse sera rapide, il n'y aura pas beaucoup de follicules. Donc comment faire pour agir sur ça? Très simplement, il faut trouver la solution pour agir. Vous m'entendez? Oui. Pour agir sur ce pic de FSH précyclique. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit ramener de la pilule. Ça va mettre en quiescence tout l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. On peut le mettre pendant 10 à 21 jours, généralement 14 à 21 jours. On attend 4 jours pour avoir cette sortie de ces hormones synthétiques du corps, et on va commencer la stimulation juste après. Donc on attend les règles et on commence juste après. Sinon, une autre méthode, c'est de ramener des oestrogènes, les oestrogènes qui manquaient à ce corps jeune défaillant. Donc en ramenant des oestrogènes à la dose de 1 par jour, en milieu de la phase lutéale précédente, on va essayer de homogénéiser cette cohorte-là et commencer avec des follicules semblables en taille la stimulation. Donc c'est une façon élégante pour avoir une cohorte homogène et pour ne pas perdre en compte en stimulation ovarienne. Le dilemme, c'est ça. Si on arrive à combiner ces deux paramètres, comment arriver à combiner le temps, raccourcir le temps et augmenter le chiffre en ovocytes? Et je te passe la parole, Tish. Pour combiner les deux, justement, rien de mieux qu'une double stimulation. Donc, la double stimulation peut être donc une bonne alternative. Justement, elle permet au cours d'un même cycle
de faire deux stimulations ovariennes et deux ponctions. L'une en stimulation en phase folliculaire et la deuxième en phase lutéale. Donc, les protocoles qui peuvent être utilisés, il peut s'agir d'un même protocole pendant les deux phases de cycle, une mild stimulation, ou encore un cycle conventionnel, une stimulation conventionnelle, ou encore il peut s'agir, on peut pouler les deux, une mild stimulation et un cycle conventionnel après, donc, au cours de la phase lutéale. Donc, la première étude qui a fait l'objet de cette double stimulation, c'était une étude menée sur 38 patientes chez qui une mauvaise réponse ovarienne, donc, qui était mauvaise répondeuse selon les critères de Bologne, et les protocoles utilisés étaient un peu complexes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, très complexe. On a commencé par du citrate de clomifène, après on a ramené du létrozole, après on a mis des gonadotrophines avec une dose qui n'est pas très importante, on a déclenché par de l'AGH, on a ramené des anti-inflammatoires pour prévenir cette montée de LH, restimulation, mais là on a changé les doses, donc vous voyez c'est vraiment chinois comme recette. C'est un article chinois et c'est très chinois comme recette et très difficile. Mais ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait plus d'ovocytes avec la phase lutéale, en stimulant en phase lutéale, certes avec plus de follicules vides, mais en nombre d'ovocytes, en nombre de follicules ont été gagnants. Et la vraie étude, c'était ça, c'était l'étude de Dubaldi publiée en 2016. La vraie étude, c'est une étude vraiment comparative qui a comparé, donc, chez une même patiente, le même protocole en phase folliculaire et en phase, donc deux protocoles antagonistes, le même en phase folliculaire et en phase lutéale. Et là, les réponses et leurs résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre les deux stimulations, aussi bien folliculaire que lutéale, en termes de nombre de CCO, en termes de taux de fécondation, de taux de blastulation, de taux de grossesse. Donc, tout était comparable entre les deux protocoles. Et là, il y a encore un autre bénéfice à tirer de cette double stimulation, c'est que le nombre de blastocystes euploïdes, ils ont fait le PGS au niveau de ces embryons qui ont mis en culture prolongée, et ils ont trouvé un taux de blastulation plus important pendant la phase lutéale. Donc, en effet, chez 12 patientes, sur les 43 patientes qui ont été incluses, ils ont obtenu un blastocyste euploïde uniquement pendant la phase lutéale. Et chez 12 autres patientes, ils ont obtenu un blastocyste euploïde supplémentaire grâce à la phase lutéale et à la double stimulation. Donc, cette étude-là s'est élargie à une étude multicentrique, donc plusieurs centres ont contribué à la même étude et les résultats étaient similaires en termes de maturité ovocytaire, taux de fécondation, taux de blastulation. Là, le corollaire et les dogmes quant à la stimulation et la faisabilité de cette double stimulation, en fait, le dogme de la phase folliculaire, c'est que le recrutement se fait au début du cycle, en phase folliculaire, et qu'après, comme vous le connaissez très bien, donc il y a une phase de recrutement, une sélection et une dominance. Et ce qui vient chambarder ce dogme-là, c'est que finalement, il y aurait une deuxième phase de recrutement folliculaire pendant la phase lutéale, qui pourrait justement expliquer la réponse satisfaisante en double stimulation. Donc, cette double stimulation peut être envisagée donc, chez les patients pour une préservation de la fertilité, dans le cadre d'une mauvaise qualité ovocytaire ou chez les patientes mauvaises répondeuses. Et là, bien sûr, là, on est dans le cadre d'un frisol aussi bien ovocytaire ou embryonnaire. Donc, on ne va pas pouvoir transférer ces embryons-là. Et là, dans une étude menée dans notre centre, pas dans le cadre de mauvaises répondeuses, mais on a comparé les stimulations en phase folliculaire versus phase lutéale chez des patientes qui sont stimulées pour un programme de préservation de fertilité. Et là encore, on n'a pas trouvé de différence en termes de nombre de CCO recueillis et en termes de taux de maturité. Donc, la stimulation en phase lutéale, donc tous ces arguments-là nous permettent de dire qu'elle est possible dans la théorie et faisable dans la pratique. Donc là, des résultats, puisqu'on a des résultats similaires aussi bien en phase folliculaire qu'en phase lutéale. Donc, ça tourne. Il ne faut pas être vraiment greffé sur les dogmes. Il faut essayer d'élargir un peu notre vision. Et là, on voit que le dogme est tombé à l'eau et on pourrait stimuler 2 fois dans le même cycle. Il y aurait même une 3e vague de recrutement folliculaire
en fin de phase folliculaire. Donc ça, c'est on a des follicules. Mais chez les mauvaises répondeuses, parfois, on n'a rien. La patiente n'a pas de follicule. Elle a un ou seul. Donc, elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'aller stimuler, peut-être qu'on pourrait lui proposer un cycle naturel. De toute façon, si la patiente a des cycles plus ou moins réguliers, ça suppose que quelque part, elle a une ovulation régulière, en quantité, ça veut dire qu'elle a un follicule qui sécrète des progestérone. Donc, si on va aller chercher cet ovocyte dans ce follicule-là, peut-être qu'on aurait des résultats. Donc, en cycle naturel, si on compare les taux de naissance vivante chez patientes hyporépondeuses selon la qualification de Bologna, eh ben, on voit qu'il y a bien évidemment plus d'ovocytes recueillis, plus d'ovocytes fécondés, plus d'embryons transférés, une meilleure qualité embryonnaire avec le cycle stimulé, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'avoir un bébé à la maison. Donc, si on voit le taux de grossesse et le taux de naissance vivante en comparant ces deux procédés, eh ben, c'est la même chose. On a un même taux de grossesse. On stimule ou on ne stimule pas, on pourrait avoir un même taux de grossesse, mais en cumulé. Avec le cycle naturel, on va pas perdre du temps, mais on va proposer à la patiente une certaine durée pour essayer de recueillir le maximum de ovocytes. Donc ça aussi, pour le male stimulation, ça a été confirmé. Le male stimulation, ça veut dire une stimulation gentille, avec des doses pas très importantes en FSH. Là aussi, on a démontré qu'il n'y avait pas de différence en termes de grossesse et de naissance vivante. Donc là, comment expliquer ce meilleur taux de grossesse après une mild stimulation ou une stimulation en cycle naturel? Donc ça peut être en rapport avec une meilleure qualité ovocytaire, une meilleure qualité embryonnaire. En effet, une stimulation plus douce, elle est plus physiologique. Et chez les souris, par exemple, il a été démontré qu'il y a des aneuploïdies et un faisceau méiotique altéré après des doses utilisées importantes en gonadotrophine. Il y a même une baisse de la blastulation. Et chez l'homme, ce n'est pas aussi évident que ça, mais il y a moins d'anomalies chromosomiques retrouvées chez les embryons issus d'une stimulation plus douce. Donc, même pour le vécu. Donc là, finalement, la collecte des embryons, cette mild stimulation avec une collecte d'embryons, ça augmente le nombre d'embryons dont on dispose, qu'on peut mettre en culture prolongée pour mieux sélectionner les embryons. Et ça peut agir même sur le vécu de la patiente. Il y a moins d'annulation de cycle. Et sur le plan coût, c'est moins cher qu'une stimulation conventionnelle. Donc, là, c'est ce qui a été présenté dans une présentation à l'Écheré 2017 qui préconise justement le banking de 3 embryons. Des embryons AJ3 permet d'améliorer le taux de grossesse chez les patientes qui sont mauvaises répondeuses. Dans la vraie vie, ça se passe comment? Ça ne se passe pas exactement comme dans la théorie. La théorie, c'est bien, mais dans la vraie vie, les patientes ne se ressemblent pas du tout. Donc, on va vous exposer 2 cas à Aziza Hoffman, dans notre centre d'Aziza Hoffman. Donc, le premier cas, c'est une patiente qui est âgée de 27 ans, qui a une infertilité primaire de 2 ans. Elle a des antécédents d'IGH pour lesquels elle a été hospitalisée avec un traitement médical. Elle a eu une celluloscopie à l'âge de 24 ans pour laquelle elle aurait eu un kyste endométriosique. On a enlevé un kyste endométriosique, mais on n'a pas le compte rendu opératoire. Là, elle a des cycles réguliers de 26 jours, un peu court comme cycle. Elle a des dysménorrhées très importantes et un BMI normal. Son mari, tout va bien. Il ne boit pas, il ne fume pas, il a un sperme, une légère oligospermie, mais ce n'est pas méchant. Le parcours de madame, avant de venir à notre hôpital, elle avait 2 cycles avec rapport programmé, il n'y a pas eu de grossesse. Elle avait un échec d'une IAC. Elle a eu une première FIV en mars 2017, avec un cycle lent, avec 225 unités de FSH, pas de réponse, donc on a dû annuler. Une deuxième FIV en juin 2017. Là, elle a eu la testostérone par voie cutanée, les blisters, un quart de blister pendant 20 jours. Un cycle antagoniste avec 375 unités de FSH et de LH, c'est l'équivalent de 5 ampoules. Elle a eu un seul méta-2, avec tout ça, un seul méta-2 et pas de fécondation. Donc, on n'est pas très à l'aise avec cette patiente-là. On a fait une AMH qui est revenue à 0,18. À l'échographie, je pense qu'elle avait un CFA à 3, 4. La toxoplasmose était normale, la rubéole était normale. Donc, du coup, on a discuté avec la patiente et on lui a proposé de faire ça, de faire des cycles spontanés, plus ou moins modifiés. Ça veut dire qu'on pourrait ramener de la FSH vers la fin pour booster un peu les follicules. On va essayer de pouler les embryons, d'avoir au moins 4 à 6 embryons pour pouvoir choisir par la suite. Elle a une endométriose, n'oubliez pas.
Donc on lui a proposé de la bloquer par pilule œstroprogestative pendant 2 mois pour mettre en quiescence et pour diminuer les effets délétères de l'endométriose, faire une hystéroscopie entre-temps pour être sûr, et faire un transfert d'embryon congelé. Donc ça vous paraît logique comme approche? Oui? Non? Non, oui. Et bien c'est ce qu'on a fait. Première chose, c'est on a commencé par un cycle spontané. Finalement, c'était modifié. On a ramené de la FSH et même du citrotide vers là. On est arrivé à un taux d'ostradiol à 225, à un follicule de 16 et de 18. On a rajouté un jour et on a déclenché. Et voilà ce qu'on a trouvé. Au recueil, malheureusement, c'était une ponction blanche. Donc, il n'y avait rien au recueil. Donc, on n'a rien pu faire. Donc, à l'échographie, il y avait ce follicule qui était sécrétant. Il y avait un taux normal d'ostradiol. Et pourtant, en faisant la ponction, on n'a rien trouvé. Donc, pas grave. Notre contrat, c'était de faire 4 à 6 cycles naturels. Donc, on reprend. Cycle naturel, mais là, complètement naturel. On a dosé la FSH, on n'a rien dosé là. On a fait une échographie à J12 qui a montré un follicule de 21. On est parti le chercher. Et là aussi, c'était une ponction blanche. Mais quand même, on a converti en IAC. Sous la demande de la patiente, on a converti en IAC. Donc, 2 cycles, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on va faire? On a discuté avec la patiente. Il faut discuter avec les patientes. Mais le bizarre quand on monitorait cette patiente, c'est qu'à chaque fois, on avait entre 4 et 5 follicules. Certes, il y avait un qui émergeait, qui devenait dominant, mais il y avait 4 ou 5 follicules, pas un seul follicule. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une stimulation, mais on va vraiment booster la stimulation et voir. Après, on a rediscuté avec elle, on lui a proposé la double stimulation. Donc, du coup, on a commencé par de l'hormone pour essayer d'homogénéiser cette cohorte chez cette patiente qui a des cycles courts. Et on a commencé la double stimulation. Donc, la stimulation en phase folliculaire et la stimulation en phase lutéale. Donc, en phase folliculaire, on a commencé par 300 unités de FSH recombinantes. Et ça s'appelle l'Uveris Dr. Givarch, ici aussi. Donc, 150 unités de l'Uveris. On est arrivé à J9 avec 1715 d'ostradiolémie. C'est génial, hein? C'est génial. Avec beaucoup de follicules, 1, 2, 3, 4, peut-être un 5e. Comme on est parti sur une double stimulation, donc on s'est décidé de déclencher par du DK pour que les ovaires se ratatinent rapidement. Donc on a déclenché par du DK, on a fait un double déclenchement. On a fait un double déclenchement ovitrel et décapeptile, et on a ponctionné le surlendemain, et voilà ce qu'on a trouvé. Au recueil, on a recueilli 7 CCO, mais uniquement 2 ovocytes étaient matures, 5 étaient dégénérés, et on a obtenu un seul embryon qui n'était pas de bonne qualité et qu'on a quand même congelé. On ne va pas s'arrêter là, on va compléter par la phase lutéale. Donc, 2 jours après la ponction, on a commencé par la phase lutéale. Là aussi, on a utilisé de la FSH et de la LH recombinante, mais sur une même ampoule, pas de conflit d'intérêt. Hein. Voilà. Et là, on a utilisé les mêmes doses, 300 unités de FSH recombinante et 150 unités de LH recombinante. On est arrivé à J8, 453 d'ostradiol, un follicule de 16, un follicule de 17 et un follicule de 14. On a rajouté un jour de stimulation et on a déclenché là aussi par un double déclenchement fonctionné. Au recueil, on a obtenu 2 CCO, et cette fois-ci, les 2 étaient matures. On a obtenu 2 embryons, dont un seul était top, qu'on a congelé également. On a congelé les 2 ovocytes c'était ça, les 2 embryons dans une même paillette. Exactement, dans une même paillette, en phase lutéale. Donc, chez cette patiente chez qui on a tout fait presque, on n'est jamais arrivé à avoir un ovocyte, on a un embryon. Là, on en a 3. Sur un seul mois, on en a 3. Donc, voilà ce qu'on a fait par la suite. On a fait une hystéroscopie pour vérifier que tout allait bien. Elle avait une utérus rétroversée avec un accès direct entre l'orifice externe et l'orifice interne. On a commencé le protocole de transfert d'embryon congelé. Et là, on a commencé par 8 semaines de pilules. Donc, le protocole, c'était 8 mg d'oestrogène avec de l'aspigique. On a transféré les embryons issus de la phase lutéale. Les 2 embryons issus de la phase lutéale, eh ben, elle est enceinte. Et elle est même en train d'être présentée dans l'autre salle pour les grossesses gemellaires, parce qu'elle fait un truc à 14 semaines. Donc là, elle est enceinte. Donc c'était un truc désespéré. Et finalement, avec la phase lutéale, on est arrivé à avoir 2 embryons, dont un
de qualité top. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une grossesse gémellaire avec un transfert de 2 embryons. Et un autre embryon qui est congelé. C'est encore mieux. Le deuxième cas, c'est madame qui a 34 ans, infertilité primaire de 3 ans, on finit dans 3 minutes. Elle a des cycles très irréguliers, elle a une célioscopie diagnostique endométriose superficielle, mais là aussi on n'a pas de compte rendu, pas dysménorrhée, elle a un BMI à 28. Son mari en a 37 ans, on a 37, pas d'incident particulier, il était tabagique, il ne boit pas, et son spermogramme est normal. La patiente, elle a eu du décapeptyl LP3 pendant 3 mois, on ne sait pas pourquoi, mais elle a ramené les boîtes et on ne sait pas pourquoi. Et après cette prise de décapeptyl, peut-être pour l'endométriose superficielle, mais le docteur Arthé nous en dira plus demain, mais en tout cas, on a enchaîné avec des cycles avec rapport, ça n'a pas marché. Elle est venue nous voir avec ce bilan-là, une FSH à 7,2, LH à 3,2, une prolactinémie à 42, une radiologie qui était normale inférieure à 50, une TSH normale, une séroscopie normale, à l'échographie, on a trouvé un CFA à 5, donc c'est un peu bas, et le couple était désireux d'une FIV, on peut comprendre. Donc, on leur a proposé un protocole standard, un cycle long avec 225 unités de FSH. J'ai une patiente de 33 ans qui, a priori, n'est pas une mauvaise répondeuse, mais si on se penche sur l'échographie et sur le CFA, elle avait un pronostic pour une hyporéponse. Là, on a commencé avec 3 ampoules. J6, elle était à une radiolimie inférieure à 9. On a discuté avec elle, on a revérifié les prises du médicament, mais elle a tenu bon pour compléter son traitement. Donc on a rajouté juste 3 jours pour vérifier. Et là, pas de réponse, pas du tout de réponse. Donc on a tout arrêté après avoir discuté avec elle. On la reprend avec des doses beaucoup plus importantes, avec 300 unités de FSH recombinante et 150 unités de LH recombinante. Là, elle répond mieux. Déjà, elle recrute un peu mieux. C'est une simulation qu'on a arrêtée à J13, à S13, avec une stradiolémie à 587 et 3 follicules de 17. Donc c'est génial. Donc a priori, on va avoir des ovocytes. A priori. Au recueil, on a obtenu 4 CCO. 2 ovocytes étaient matures et 1 était immature. Donc, et l'autre, il était dégénéré. Et on a obtenu 2 embryons. Et on a transféré un seul embryon. En fait, il y a un embryon qui a arrêté d'évoluer à J3. Donc, on a transféré uniquement un embryon qui était de qualité moyenne. Bien évidemment, pas de grossesse. Elle n'a pas eu de grossesse. On reprend le même protocole. Finalement, elle a répondu à ce protocole-là. On reprend le même protocole, mais là, pas de réponse. Donc, on a discuté avec la patiente, on a refait une AMH pour vérifier ça, et on allait proposer autre chose. L'AMH est revenu à 0,29. Donc, on s'était dit, allez, phase folliculaire et phase lutéale. Ça marche, on va faire ça. On a commencé par la phase folliculaire avec des doses importantes. 375 unités de FSH et 150 unités de LH. Là, on est arrivé même à J15 de stimulation sur un seul ovocyte. Elle a tenu bon, hein. Elle voulait avoir vraiment ce follicule. Et là, pas de bol. La sang était blanche. Donc on a tout fait, même rincé les follicules, on n'a rien eu. De toute façon, il y avait un seul follicule. Pourquoi pas faire la male stimulation, stimuler doucement, gentiment, essayer juste d'avoir ce follicule que le bon Dieu a donné le pouvoir d'augmenter. Donc on a commencé avec du citrate de clomiphène pendant 4 jours, pendant 5 jours, puis on a ramené de la FSH, puis de la FSH et de la LH urinaire. On est arrivé à J13 avec 2 follicules, 18 et 17, et une ostradiolémie à 267, et là, on a déclenché normalement avec de l'ovitrel. Et là, au recueil, on a 2 CCO, les 2 ovocytes étaient matures, on a obtenu 2 embryons dans un top, et qu'on a congelé. Ça marche. Et on ne change pas une équipe qui marche. Donc, même chose. On a fait la même chose. On a commencé avec du citrate de clomiphène, et là, on lui a donné de la FSH et de la LH urinaire. On l'a déclenché avant-hier, on l'a ponctionné ce matin, je viens d'appeler, on a un ovocyte mature. Inch'Allah fécondé. Donc déjà, probablement, on aura 3 embryons. Donc chez ces patientes-là, la male stimulation peut aussi marcher. Donc, est-ce qu'on a une potion magique pour ces hyporépondeuses? Probablement non. Le plus facile serait que ces patientes-là tombent dedans quand elles étaient petites, et ça sera la transition pour les hyperrépondeuses.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous reprenez du clomide en deuxième phase Ah non, ça c'était des phases folliculaires. Pour la MACE Simulation, pour la dernière patiente, c'était des phases folliculaires normales. C'était du clomide pendant la phase folliculaire. C'était pas une double simulation. Non, ça c'était deux simulations distinctes. On a commencé par une première stimulation. Et entre la première la stimulation en phase folliculaire et celle en phase lutéale, vous faites un arrêt de combien? Alors, on déclenche avec l'UDK, on ponctionne, 2 jours après, on restimule. 2 jours après la stimulation, après la ponction, la ponction. Oui, on restimule. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions? Merci. Non, donc... il y a une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas opter pour une double stimulation, au fait, systématiquement chez toutes les femmes qui sont censées être mauvaises répondeuses? C'est-à-dire qu'elles ont les critères d'une mauvaise répondeuse. Alors, c'est une très très bonne question. Et là, il faut faire des études. On est en train d'élaborer un projet d'études pour ça. Il ne faut pas oublier que le coût est très important à considérer parce que ça coûte hyper cher. Stimuler 2 fois avec des doses très importantes, avec 2 ponctions, ça coûte hyper cher, mais je pense qu'il faut faire des études sur ça. Mais probablement que c'est une très très bonne idée. On va gagner en temps et en quantité. Merci. Docteur Khaloua, gynécologue à Constantine. Moi, je suis un peu, disons, surpris par les doses importantes que vous utilisez, en sachant que toutes les études ont démontré qu'au-delà de 300, ça ne sert à rien. Merci. Du coup, et si mes connaissances sont bonnes, le médicament n'est pas remboursé en Tunisie. Ah non, si, c'est remboursé 3 tentatives en Tunisie. On a le droit à 3 tentatives. Oui. Oui. On a le droit à 3 tentatives. En tout cas, je vous remercie pour cette question. C'est vrai qu'il y a des études qui ont démontré qu'il ne faut pas aller au-delà de 300 unités pour stimuler. Il y a même des études qui ont démontré que chez les tout venants, il ne faut pas aller au-delà de 150 unités. Mais là, c'est des patientes, Dr Mathou va en parler par la suite, qui pourraient avoir un pronostic mauvais, un mauvais pronostic. Et c'est en discutant avec la patiente, en essayant un peu d'augmenter le recrutement folliculaire quand on utilise ces doses. Mais on a juste rajouté une ampoule. Hein. C'était 375 unités. Juste ça, pas plus. Je voulais rebondir un petit peu, je suis d'accord avec monsieur sur les doses, et c'est vrai qu'on peut se demander si chez les vraies mauvaises répondeuses, on n'a pas plutôt des meilleurs résultats en modulant, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans un des exemples en fait. Ouais. Hein. Et c'est vrai que nous, on ne va pas non plus au-delà de 300 unités. La deuxième chose, c'était, je comprends bien votre démarche chez les femmes jeunes qui ont des insuffisances ovariennes, mais vous n'avez pas du tout évoqué la notion de l'âge. Et il y a, pour les femmes jeunes, il faut persévérer, je pense, et vous l'avez fait avec succès, et c'est bien de le faire. En revanche, dès que les femmes sont âgées, il faut savoir aussi leur dire qu'il faut passer à autre chose, en particulier au don, parce que là, pour le coup, c'est toujours bien de montrer ses succès, mais autrement, il faut ne pas retarder le passage éventuellement au don d'ovocytes chez les femmes âgées, je pense. Ouais, merci, Dr Guévarch. Une remarque très pertinente, mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès aux dons en Tunisie, donc les patients partent à l'étranger et ça coûte hyper cher. Mais ça va, la qualité ovocytaire diminue avec l'âge. Avec les patientes âgées, je m'aligne à vos propos. Il faut tempérer nos ardeurs. Il ne faut pas essayer de chercher beaucoup d'ovocytes, parce que même si on a des ovocytes, on aura une qualité altérée et probablement pas d'embryon. Et surtout, il faut lui proposer le don ou l'adoption ou autre chose, mais vous avez parfaitement raison. Question ? Il n'y a pas une question de biologie autour de l'ortige ?
Je vous remercie pour cette excellente présentation. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez l'expérience sur l'usage de l'index de Fort en matière de monitorage de ces patientes qui vous permettra d'augmenter la dose de FSH, de rajouter de l'ALH? Est-ce que cet index vous rapporte quelque chose? Alors, il est très intéressant. Le FORT, c'est le Follicle Output Ratio. C'est très intéressant parce que même dans la logique des choses, on pourrait redéfinir les éporépondeuses. Les éporépondeuses, si on a une patiente avec 2 follicules en trop, on stimule et on arrive à avoir 2 ovocytes, c'est une très très bonne répondeuse. Mais en patiente qui a un CFA à 10, finalement on n'a que 2 ovocytes, c'est une très mauvaise répondeuse. Donc le FORT, il est très intéressant. On a commencé par faire des études, mais franchement sur quelques patientes. Mais ce qu'on fait là, pour les mauvaises répondeuses, on revérifie à J1, avant de commencer la stimulation, son CFA par rapport à son CFA de base. Si on est moins que son CFA de base, là on ne stimule pas et on attend un autre cycle pour commencer avec le plus grand nombre de follicules potentiellement stimulables. Merci Dr Braham, merci Dr Qassem pour cette brillante présentation.